Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin, comme toujours, en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet central pour toutes les armées, mais pas toujours abordé, celui de la santé physique des soldats. Et plus précisément des médecins qui les examinent au départ et les disent, ou pas, bons pour le service, ce qui peut-être réveillera quelques souvenirs plus ou moins douloureux pour ceux de nos auditeurs qui ont fait leurs 3 jours du temps du service militaire et qui ont été examinés de la sorte. Et pour en parler pour le début du XXe siècle, nous avons le plaisir d'être avec Aude-Marie Lanham-Berdoutic. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du CNRS Des hommes pour la guerre, issus de votre thèse, consacrée donc à ces médecins français et britanniques juste avant et pendant la Grande Guerre qui ont eu à charge d'examiner des millions d'hommes. Et d'abord, il faut peut-être revenir là-dessus, sur cette thèse, enfin ce livre qui vise à comparer les deux systèmes et sur les différences entre ces deux systèmes, puisque c'est un peu le point de départ, c'est que la Grande-Bretagne et la France, ça vient quand même de 2 endroits différents et 2 relations assez différentes entre la nation et ses citoyens en ce qui concerne la conscription, puisqu'il y a une armée de métier, très largement de métier, qui est l'armée britannique, et une armée qui, au contraire, a recours au service militaire, à la conscription, depuis plusieurs décennies au début à la veille de la Première Guerre mondiale. On peut rappeler, ça s'est mis en place progressivement, le service militaire, mais qu'il est généralisé depuis au moins le début du XXe siècle en France. Tout à fait. Ça a des conséquences tout à fait majeures sur la manière dont est perçu l'examen médical des recrues. Puisque d'un côté, on a la France où la conscription est un phénomène déjà bien présent et où, globalement, chaque année, les jeunes gens de 20 ans sont inscrits au tableau de recensement et doivent subir la visite médicale d'aptitude militaire. Et c'est un moment assez ritualisé dans leur vie de jeunes hommes. Et les sociétés françaises sont assez habituées, pourrait-on dire, à ce moment. En revanche, en Grande-Bretagne, la situation est entièrement différente. Ça a des conséquences sur la manière dont cet examen médical est perçu, reçu et donc accepté par les sociétés. La période que vous étudiez est intéressante parce qu'au fond, toutes les armées se sont toujours dit, un éclopé, quelqu'un qui a une jambe en moins, effectivement, c'est pas idéal pour servir dans l'infanterie. Mais à la fin du 19e, apparaît maintenant un corpus de savoirs médicaux qui est beaucoup plus ample, une professionnalisation, aussi bien des militaires que des médecins, qui va permettre de doter cela d'un arrière-plan beaucoup plus stable, de normaliser en quelque sorte ce type d'appréhension, qui était banal dans toutes les armées de tout temps. Il a fallu trier les soldats qu'on pensait plus aptes et les soldats moins aptes, mais là on va le faire avec en tête des critères, ou en tout cas on veut se donner des critères qui semblent beaucoup plus fiables. Oui, l'idée d'opérer une sélection au sein des troupes, c'est une idée qui est assez ancienne, qui se repère dès l'Antiquité. Dans les écrits de Végès par exemple, on a l'idée de faire le tri parmi ces candidats pour choisir les plus aptes au métier des armes. Le fait de faire intervenir des médecins et donc le savoir scientifique, ça se repère dès le XVIIIe siècle et effectivement à la fin du XIXe et a fortiori sur la période que j'étudie, à savoir le début du XXe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on a tout un corpus de savoirs médicaux, des publications spécialisées qui abordent la question de l'aptitude et des critères. Et tout ceci se discute à la tribune des sociétés savantes, dans des publications spécialisées et au sein donc du corps des médecins qui sont spécialement formés et recrutés pour cette activité, à savoir le corps des médecins militaires. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la préoccupation peut-être plus générale des sociétés occidentales pour la santé, en lien avec l'urbanisation, l'industrialisation, la crainte que des grandes masses d'hommes soient exposés à la tuberculose dans les taudis urbains, et qui ne deviennent pas donc de grandes masses d'os. Ils finissent par le devenir. Voilà, l'idée que la santé des populations modernes, elle est dégradée par certains facteurs, par l'alcoolisme. Il y a toute cette discussion sur l'alcoolisme, sur l'hérédité, sur la tuberculose, les maladies infectieuses. Enfin, ce sont des préoccupations publiques assez fortes à la fin du 19e. Est-ce qu'il y a une porosité entre ça et puis cette sphère militaire que vous avez étudiée ? Tout à fait. Alors la sphère militaire et la sphère médico-militaire est évidemment très poreuse à la progression du savoir et des préoccupations de la santé publique. Sur la tuberculose, c'est tout à fait net, puisqu'on se préoccupe assez tôt de savoir comment sélectionner les soldats, de manière à ce que non seulement ils ne soient pas porteurs de la tuberculose, mais qu'ils ne soient pas non plus des organismes prédisposés à la contracter. Ça, c'est une première chose. Et ensuite,
a fortiori, dans ces grandes armées, on sélectionne des grandes masses d'hommes et donc on pense vraiment la médecine comme une médecine des grands nombres, comme une médecine qui dispose d'outils et de dispositifs les plus à même à faire en sorte de sélectionner parmi des millions d'hommes avec des critères qui permettent de traiter de manière aussi statistique ces grandes masses de soldats. C'est intéressant parce que du coup, ce que vous dites sur la tuberculose, ça renvoie à... On peut peut-être rentrer tout de suite dans comment ça marche. Enfin, en gros, il y a 3 trucs qui s'utilisent. Il y a 3 grands critères qui s'utilisent. C'est la taille, le poids et le troisième, qui est un peu plus mystérieux, mais ça devient intriguant de penser que ça a été si central, c'est le tour de poitrine pour les hommes. Oui. Il y a effectivement toute une arithmétique du corps masculin qui entoure l'aptitude au service militaire. Alors il y a une sorte d'aptitude anthropomorphique, pourrait-on dire, anthropométrique, pardon. Il y a une sorte d'aptitude anthropométrique. On mesure pour savoir si effectivement les soldats sont assez grands et assez vigoureux pour faire soldat. Et pour ce faire, les médecins militaires ont isolé une série de critères et de mesures, parmi lesquels le tour de poitrine. Et le tour de poitrine a une incidence pour savoir si les individus sont ce qu'on appelle faibles de constitution. Et la faiblesse de constitution, c'est l'une des causes majeures d'exemption. Avant la guerre et pendant la guerre d'ailleurs. La faiblesse de constitution, c'est effectivement l'idée d'écarter du service tous les chétifs, ceux qui ne pourront pas suivre les marches d'épreuve. Les deux autres trucs, on voit un peu le sens, c'est-à-dire la taille, on peut mesurer... surtout le poids. Je trouve que le poids, il y a une certaine cohérence dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, porter 20, 30, 40 kilos d'équipement quand on pèse 60 kilos et quand on en pèse 80, c'est pas exactement la même chose. On peut imaginer qu'il y ait une limite inférieure en quelque sorte. La taille, c'est un peu corrélé avec le poids, d'une manière générale. Mais le tour de poitrine, c'est quand même assez mystérieux parce qu'il y a plein de gens qui sont plein de types de forces différentes. Le tour de poitrine, on voit assez difficilement à quoi c'est connecté, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au cours du 19e. Au début, effectivement, on s'intéresse énormément à la taille, qui est la stature est synonyme de forte et robuste constitution. Or, avec les découvertes scientifiques, notamment de Lavoisier, on s'est intéressé à la capacité pulmonaire. Et donc, le tour de poitrine est lié à cette capacité pulmonaire. Et si la capacité pulmonaire est importante, on a des poumons bien développés qui sont moins susceptibles d'être réceptifs aux bacilles de corps, par exemple, donc à la tuberculose. Avec des poids et des mesures qui sont très loin des normes actuelles au sens des moyennes mathématiques actuelles, puisque globalement les constitutions masculines du début du XXIe siècle sont sans commune mesure. Dans l'armée française, fin 19e, si on fait moins de 48 kilos et moins d'1m54, on peut pas être soldat et en fait, ça concerne pas mal de monde, alors qu'aujourd'hui, ce seraient des exceptions statistiques insignifiantes. Mais à l'époque, ça donne quand même une idée du minimal que l'on attend pour être soldat. Ça concerne combien de monde au fond ? Sur 100 hommes qui passent devant le conseil de révision en France avant la guerre, il y en a combien qui sont jugés bons et pas bons pour le service ? Alors, jugés bons et pas bons pour le service, on tourne autour de, selon la France et la Grande-Bretagne, entre 30 et 40%. De pas bons pour le service ? D'inaptes. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, ça dépend des moments. En Grande-Bretagne, le taux d'inaptitude est assez élevé parce que les caractéristiques de l'armée, qui est une carrière assez peu reluisante pour les hommes de la troupe, attire ce que les médecins militaires appellent à l'époque les rebuts de la société, et donc des individus qui sont en moins bonne santé physique que, disons, la moyenne des conscrits français. Parce que il y a on l'a dit, mais du coup il y a du volontariat, c'est beaucoup de volontariat, et il y a un précédent pour les Britanniques, c'est la guerre des bourgs, donc à la fin du 19e, où ils se sont aperçus que parmi les volontaires, en fait, il y en avait quand même un paquet qui convenait pas tout à fait, donc il y a eu une sorte de resserrage de vis, en tout cas d'adaptation des critères pour pas se retrouver avec des gens certes volontaires, mais quand même pas extrêmement performants, quoi. Oui, ça c'est la grande terreur des Britanniques, c'est de se retrouver avec une armée en mauvaise santé. Et d'ailleurs, c'est l'obsession de tous les hygiénistes et les médecins militaires. Ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais l'idée c'est d'avoir des soldats robustes et en bonne santé. Et ça fait la force d'une armée. Et on peut préciser, c'est intéressant parce qu'il y a c'est plutôt des limites minimales, quoi. Il y a des limites minimales, mais est-ce qu'il y a des limites maximales, que ce soit en taille, en poids ou
ou en tour de poitrine? Oui, alors il y a des limites maximales, pas en tour de poitrine, mais en poids. On estime en France, par exemple, que lorsqu'on pèse plus de 100 kilos, il faut se méfier. Alors, il y a évidemment des constitutions extrêmement robustes, des hommes qui sont grands, larges d'épaules, et dont la centaine de kilos ne justifie pas une exemption. Mais disons qu'on appelle les médecins militaires à s'intéresser à l'obésité morbide, tout simplement. Et alors, je continue, c'est très intéressant parce qu'il y a une sorte de... Ce qu'on craint, c'est la chétivité. Et c'est intéressant la manière dont ça a évolué. Aujourd'hui, je peux dire, alors ça varie beaucoup selon les nations, mais il y a un truc qui est célèbre, en tout cas dans les forces armées françaises, c'est en gros le critère de performance qui existe dans un certain nombre d'unités, c'est être comme le chat maigre. L'idée, c'est que faut être maigre, faut être agile, mais que c'est comme ça qu'on passe partout. C'est pas forcément plus le profil escalade que le profil deuxième ligne de rugby. Exactement. Mais c'est pas partout pareil. Aux États-Unis, c'est pas forcément les mêmes critères, mais on voit que il y a quand même une sorte de retournement de aujourd'hui. Faut pas être trop encombrant. En tout cas, ce qui compte, c'est la capacité à passer partout, à être endurant, etc. À l'époque, ce qui compte, c'est pas se faire emporter et une certaine robustesse minimale, quoi. Oui, mais il faut aussi se replacer dans la condition physique de l'époque. Nous, on a l'impression qu'être étroit de poitrine, c'est être un ultra-trailer. Mais en fait, être étroit de poitrine, quand on voit les photos de l'époque, c'est des choses, enfin, c'est des individus tout à fait décharnés. Et on n'a pas idée, mais c'est vraiment une étroitesse maladive du tour de poitrine qui est disqualifiante. D'ailleurs, pour mieux la repérer et la mettre en rapport avec d'autres mesures, les médecins militaires français notamment ont tenté d'associer les mesures et donc de créer des indices d'aptitude, qui sont des indices d'aptitude physique, de la condition physique, notamment l'indice de robusticité, qui associe dans une seule mesure la taille, le poids et le périmètre thoracique. Il y a un truc assez fascinant chez les médecins que vous étudiez, dans la littérature médicale que vous avez parcourue pour faire ce travail, c'est que d'un côté, ils ont l'image de ce que serait un bon soldat, parce qu'ils disent le métier militaire c'est très dur, il faut porter les armes, il faut endurer de longues marches, il faut être courageux, ne pas céder à la panique, avoir des nerfs solides. Enfin, voilà, il y a l'image du surhomme au fond, qui serait l'image idéale, mais au fond, ça ne correspond jamais aux gens qu'ils examinent. Et donc, les gens qu'ils examinent, ils ont toujours un petit quelque chose qui ne va pas. Et en fait, personne ne coche tous les critères. Donc, ils vont jamais finalement sélectionner les aptes, mais plutôt exclure les inaptes. Et là, l'inaptitude, elle peut prendre plein de formes différentes. Oui, c'est exactement ce que je montre dans la première partie de l'ouvrage. C'est qu'il y a énormément de discours sur l'aptitude. On cherche à découvrir les limites du bon soldat et on liste toute une série d'attributs. Mais dans les faits, il est absolument impossible de se reposer sur cette liste pour essayer de déclarer qui est apte ou inapte. Et donc, de manière assez pragmatique, les médecins militaires ont décidé d'établir une liste qui est davantage une liste de critères d'inaptitude. Et c'est, comme le disent les sources de l'époque, ce n'est point sur un maximum que l'on s'attache, mais c'est sur un minimum qu'on délibère. Donc en fait, c'est ce minimum, et quand on passe en dessous de ce minimum, on est déclaré inapte. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc de mesure. Il faut rentrer dans une boîte, en quelque sorte, pas en dépasser, ou au moins, rentrer dans cette boîte. Aujourd'hui, on fait plus du tout comme ça. Aujourd'hui, on fait des tests. C'est parce qu'il y a une approche en quelque sorte fonctionnaliste du truc. C'est est-ce qu'il est capable de faire ça ou pas, avec plein de limites aussi, parce que évidemment qu'un test fait dans un centre d'aptitude, c'est pas exact. Enfin, sur un terrain de sport, c'est pas exactement la même chose que être au front, et tous les militaires le disent. Mais il y a quand même une idée on essaye de trouver des actions qui vont donner des indices sur la capacité ensuite à performer, disons, quand c'est réel. Là, ça apparaît nulle part. C'est jamais une idée on va les tester. C'est une idée on va les mesurer. Alors, on les mesure, mais on ne fait pas que les mesurer. Et ce qui est intéressant avec la liste des critères de l'aptitude, c'est que ces critères sont toujours mis en regard d'une décision militaire qui a trait à des réflexions sur les caractéristiques du métier de soldat. Et notamment, puisque je me suis intéressée prioritairement à l'infanterie, à la marche. Tout ce qui est... handicap du bas du corps qui peut handicaper la marche. Oui, les pieds plats, les genoux cagneux. Les pieds plats, les genoux cagneux. Même et puis, les parties génitales hypertrophiées qui frotteraient pendant la marche. C'est ça, voilà. Sur l'entrée partie génitale du petit vadémécum qui accompagne l'action des médecins recruteurs, il y a toute une partie qui est consacrée aux parties génitales, et le critère numéro 1, c'est est-ce que le soldat peut marcher de manière prolongée et de manière confortable.
Est-ce que ça frotte pas, quoi, très littéralement? Est-ce que ça frotte pas? Est-ce que le volume de ce qu'on appelle l'éléphantiasis, c'est-à-dire le volume disproportionné du scrotum, permet une marche confortable? Avec cette idée que c'est pas... Enfin, qu'une bonne armée, c'est des corps qui sont un peu tous pareils. Enfin, manifestement, le fil rouge, c'est une sorte d'uniformisation. On veut des corps qui soient pas des corps performants, enfin, c'est minimalement performants, mais des corps remplaçables, substituables, dont on peut... On veut pas faire du sur-mesure, on veut faire du prêt-à-porter avec des tailles aussi simples que possible, en quelque sorte. Oui, l'uniformité, c'est vraiment un principe au cœur de la sélection médicale des soldats. C'est une uniformité qui répond à un principe de standardisation qui est en train de se développer dans les armées européennes. C'est un principe de standardisation qu'on retrouve évidemment dans l'uniforme, dans l'armement. Il faut qu'il y ait un minimum de similarité dans les corps pour les équiper correctement et pour les soumettre au même type d'exercice. Jusqu'à j'ai appris en lisant, jusqu'à la laideur. Faut pas être trop moche pour être soldat, parce que ça casse l'uniformité et qu'on pense que ça a vraiment des conséquences fonctionnelles au sein de la troupe. Oui, il y a une entrée extrême laideur dans la liste des critères d'aptitude. Alors, est-ce que ça veut dire que des soldats étaient réformés, exemptés pour extrême laideur? Vous en avez trouvé? Oui, j'en ai trouvé au moins un en 1901, un conscrit du Gard qui est réformé pour extrême laideur, alors que par ailleurs, il est extrêmement bien conformé au niveau du corps. Il n'y avait pas de photo? Ah non, j'ai pas de photo. À mon grand regret, parce qu'on a quand même très envie de savoir à quel point, quel type de difformité faciale pouvait entraîner une sanction aussi lourde, parce que la sanction est terrible socialement et personnellement. Avec l'idée qu'on sous-traite sa gueule un peu trop pour... Voilà, et l'idée c'est aussi de maintenir un certain esprit de corps, une certaine uniformité. Alors il y a deux choses qui peuvent présider à ce type de décision. La première, c'est qu'il y a effectivement encore au début du XXe siècle une forme d'influence des théories comme la physiognomonie, l'idée que l'extérieur reflète l'intérieur et que donc on peut porter sur son visage les stigmates d'un tempérament déviant. Mais il y a aussi l'idée que, anticipant de potentielles réactions de rejet de la part des camarades de chambrée, par exemple, l'institution militaire et médico-militaire se soit dit qu'il valait mieux épargner le jeune soldat en devenir. Ce serait terrible aujourd'hui s'il y avait une case extrême laideur dans les motifs de réformation. C'est terrible ce qu'on se ferait chambrer autour de ça. En dehors de ça, il y a sans doute toujours aujourd'hui des formes d'incompatibilité, notamment pour les sourds-muets. Vous montrez que c'est un des critères les plus évidents et les plus faciles à mesurer, parce que l'homme qui n'entendra pas un ordre sur le champ de bataille ne pourra pas combattre. Donc là, c'est assez facile à déceler pour des médecins. Il y a des choses qui se discutent, et il y a des choses qui relèvent presque de l'évidence. Oui, et en même temps, on voit bien là les spécificités de l'administration militaire et de la vie militaire, puisqu'il existe plusieurs manières de tester la surdité, par exemple. Et notamment des manières assez sophistiquées, avec des instruments développés par l'autologie. Or, ce qui est privilégié par les médecins à l'époque, c'est la technique de la voix. C'est-à-dire qu'on chuchote à un moment quelque chose aux jeunes conscrits ou aux jeunes volontaires, tout en évitant d'être dans son champ de vision, pour vérifier si l'ordre ou la question a été bien entendu, parce que le but, c'est qu'il entende les ordres sur le champ de bataille. Est-ce qu'il y a une évaluation psy ou très minimale? On imagine qu'on ne souhaite pas d'épileptique, en tout cas que tout ce qui est neurologique, visible, manifeste, peut poser problème. En revanche, tout ce qui relève de l'idiotie, la faiblesse d'esprit ou de pathologies auxquelles on commence à donner des noms plus techniques, à l'époque où Charcot fait ses expériences à la Salpêtrière, etc. C'est tout un champ qui est en train de se constituer. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi une préoccupation de ce monde médical? C'est une préoccupation de ce monde médical qui est assez perméable à tous les travaux des aliénistes sur l'idiotie, la débilité. Il y a une taxinomie assez détaillée dans la théorie, mais dans la pratique, évidemment, le dépistage de ces troubles est très très imparfait. Et d'ailleurs, à l'entrée en guerre en 1914, la France accuse un certain retard en la matière par rapport, par exemple, à l'Allemagne, où lorsque ces troubles sont détectés par un médecin en dehors de tout contexte militaire, il doit y avoir une déclaration officielle qui parvient aux autorités militaires, de sorte à ce que, lorsqu'elles procèdent au conseil de révision, à la sélection médicale des recrues, elle ait déjà en sa possession la liste des aliénés ou de ceux accusant d'un retard mental.
Au passage, petite incise, on peut imaginer parfois que la discipline germanique est très rude et très brutale. En 14-8, c'est à peu près l'inverse. Ils fusillent 10 fois moins de soldats que les autres armées. Ils sont beaucoup plus tolérants pour les soldats qui sont en retard d'une permission, en gros, qui ont besoin de décompresser un peu plus longtemps, parce qu'ils ont sans doute compris avant les autres que finalement, il valait mieux récupérer des soldats valides un peu plus tard avec une infraction à la discipline que être trop rigide. Et donc, ça va un peu à l'encontre des idées reçues. Ce que vous dites sur ces soldats qui, pendant la guerre, on va se rendre compte qu'ils ont ça. C'est vrai aussi avant la guerre. En fait, il y a des gens qui vont passer l'examen initial, mais on se rend compte au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois à la caserne qu'en fait, ça tient pas du tout et que l'examen, il a pas tout vu, pas tout décelé. Oui, et en cela, la sélection médicale des recrues est un processus assez long finalement et graduel. Donc il y a une première visite qui est, pour les conscrits français, c'est le conseil de révision, c'est la principale, c'est là où on décide si vous allez être incorporé, rentrer dans l'armée. Mais il y a aussi, à l'arrivée au dépôt ou à la caserne, une visite dite d'incorporation, qui est une sorte de seconde visite. Et tous les médecins militaires le disent, le test d'aptitude en définitive, c'est le service lui-même. Et donc on peut être réformé à différents moments de son entraînement ou même de son déploiement lorsque l'inaptitude qui était jusque-là demeurée cachée devient trop manifeste. On peut peut-être s'attarder un moment quand même sur ce moment du conseil de révision qui est une sorte d'institution un peu étrange en France étrange je sais pas, mais en tout cas particulière quand on pense à la manière dont ça se passe et quand on pense aussi à qui s'y trouve. Alors expliquez-nous en gros comment on est jugé, mesuré à ce moment-là. Alors on est jugé, mesuré par ce qu'on appelle le conseil de révision. Et le conseil de révision, c'est une administration itinérante qui se déplace de chef-lieu de canton en chef-lieu de canton et qui comprend un certain nombre de dignitaires, de personnages représentants de l'administration militaire, mais aussi de l'État. À cela s'adjoint un expert médical dont le rôle, au début de la guerre en tout cas, est consultatif. C'est-à-dire qu'il procède à l'examen médical, émet son avis, et cet avis est suivi ou pas par le reste de l'aréopage. Alors il faut imaginer quelque chose d'assez impressionnant pour les jeunes conscrits, puisque ce groupe d'individus se trouve sur une estrade et les conscrits défilent, eux, complètement nus, les uns après les autres, en rang d'oignons, et sont examinés en une poignée de secondes, en une poignée de minutes, selon le contexte, par l'expert. Avec quelque chose qui socialement peut être très impressionnant, parce que d'abord, sous la Troisième République, le caractère très égalitaire fait que tout le monde y passe, fils de bourgeois, fils d'ouvriers, fils de paysans, d'artisans, même les curés, sac au dos, comme disait la loi de 1889, logiquement, tout le monde y passe, il n'y a pas d'exemption, au contraire, on est très attaché à cet égalitarisme, ce qui fait que c'est un peu un rite de passage pour ces jeunes hommes de 20 ans, parfois très impressionnés, qui n'ont pas envie d'être nus devant tout le monde. Et puis, dans l'assistance, il y a souvent le maire, le sous-préfet, quelqu'un qu'on connaît, qui est justement capable de dire, attendez, celui-là qui prétend boiter, en fait, moi je le vois, c'est un gars de mon village, il boite pas du tout, donc il y a des gens, voilà, il y a de la familiarité, et c'est pas évident en ce moment. Oui, c'est pas évident et en même temps ça a un sens puisque le conseil de révision est conçu de manière à créer le consensus autour de la manière dont est prélevé l'impôt du sang. On imagine bien que c'est compliqué pour une société d'accepter en temps de paix comme en temps de guerre de sacrifier ces éléments les plus jeunes et les plus vigoureux. D'où la présence d'autorités locales. Mais ça a évidemment des conséquences parfois dramatiques pour le jeune conscrit qui se voit refuser le Graal, qui est parfois le fait d'être déclaré apte, parce que la sentence d'inaptitude est très vite connue et commentée dans tout le village ou dans tout le quartier. Ça se sait et ça peut parfois avoir des conséquences sociales tout à fait terribles, puisque, comme l'ont bien montré les historiens et les historiennes de la conscription, les jeunes gens déclarés inaptes pour raison de santé peuvent parfois éprouver des difficultés à se marier. Oui, et là, il faut vraiment inverser des perspectives qui pourraient être les nôtres. Moi, j'appartiens à une génération qui a redouté de faire son service, et puis la réforme est passée juste avant. Qui a essayé de... Et qui s'échangeait, effectivement, lorsque cette date approchait, d'aller faire ces 3 jours, qui s'échangeaient des trucs en disant, toi, tu vas faire quoi, P4, tu vas te mettre un truc dans les yeux, tu vas faire semblant de ceci ou cela. P4, c'était les psys, non ouais, P4, je crois que c'était réformé, effectivement, psy, et avec des conséquences pouvant être assez lourdes, mais moi, je connais des gens qui ont tenté ça. Mais il faut bien voir que la norme était devenue celle-là, en tout cas dans le milieu social auquel j'appartenais. La norme début 20e, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'idée qu'on va tout faire pour se faire réformer, qui était courante, on va dire, dans les étudiants que je connaissais, c'était absolument l'inverse il y a un siècle, parce que se faire réformer, être déclaré inapte, plutôt c'est stigmatisant. Donc là, il y a vraiment eu une inversion du rapport, et du coup, on trouve quelques stratégies d'évitement, mais c'est pas généralisé.
Oui, on trouve des stratégies de contournement de l'examen médical d'aptitude qui peuvent aller dans les deux sens. Et c'est vrai que les stratégies visant à échapper au service des armes, elles sont plutôt rares. Et les experts médicaux sont d'ailleurs extrêmement prudents quant au fait de déclarer de manière péremptoire et définitive que telle infirmité a été provoquée et n'est pas intrinsèquement celle du jeune homme qui est examiné. Avec une magnifique représentation de ça dans ce chef-d'œuvre du 7e art qui est donc Captain America, qui n'est pas sur la Première Guerre mondiale, qui est sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui montre très bien ce sentiment d'infériorité de Steve Rogers, donc trop faible, trop malingre, qui essaye de repasser plusieurs fois, de se faire incorporer plusieurs fois, qui se ferait faire caler à chaque fois, et qui finalement trouve une solution dans l'usage de stéroïdes, puisque c'est à peu près ça l'histoire de Captain America, sauf qu'il grandit aussi, mais voilà, c'est quand même fondamentalement un truc qui tourne autour de ce sentiment de désespoir, de dévirilisation, d'humiliation qu'il y a à se faire déclarer inapte pour servir la nation, quoi. Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est encore pire en temps de guerre, puisque on a beaucoup de témoignages, notamment des soldats britanniques qui, je me souviens d'un d'entre eux qui dit « Il me semblerait que ce serait la fin du monde si je n'étais pas pris », donc déclaré apte au service. Ils attendent avec anxiété les résultats de l'expertise médicale, dans l'espoir donc d'être déclaré apte et finalement de pouvoir aller combattre. Alors justement, il est peut-être temps de passer à ce temps de guerre, puisqu'il y a quand même une grosse différence entre le temps de paix et le temps de guerre, même si les structures sont mises en place, elles sont bien en place en 1914, mais il y a quand même un chamboulement massif. La taille de l'armée britannique s'est multipliée par 14 en quelques mois, donc forcément il se passe des choses et ces processus-là s'effacent, en tout cas se modifient face à la nécessité de recruter en masse. Alors voilà, comment est-ce que ça bouge à partir de l'entrée en guerre de 1914 ? Alors, les structures sont bien en place pour la France. Globalement, le fonctionnement du Conseil de révision n'est modifié qu'à la marge. Ce qui se passe, c'est une accélération finalement des opérations. Oui, puis en France, comme on a fait ça toutes les années qui ont précédé, on a le stock finalement de conscrits déjà examinés, pouvant être dans l'actif, dans la réserve, affectés. En gros, on sait qui fait quoi. Éventuellement, on pourra aller examiner, mais globalement, le job est fait, quoi. Oui, et puis il y a déjà, en 1914, c'est la loi des 3 ans, il y a déjà des hommes sous les drapeaux. Donc on n'a pas besoin de réexaminer tout de suite. Ce qu'il faut, c'est examiner les nouvelles jeunes classes et assez vite de réexaminer ceux qui ont été préalablement exemptés. Mais on y reviendra. Donc ces structures françaises sont bien en place et elles ne sont modifiées qu'à la marge. Les critères sont un petit peu modifiés, mais là aussi, on y reviendra. En revanche, sur le plan administratif et institutionnel, le grand bouleversement, c'est pour la Grande-Bretagne, qui doit inventer les moyens, en un temps record, d'examiner des millions d'hommes. Là où les structures préexistantes ne lui permettaient que d'examiner 5000 hommes, il faut d'un seul coup pouvoir en examiner des millions, d'où des phénomènes d'engorgement et donc d'adaptation permanente des administrations. Sans rentrer dans le détail, on a différents modèles qui se succèdent jusqu'à arriver à celui de la commission médicale qui est composée exclusivement de médecins, parfois civils, parfois militaires, qui va procéder, non sans peine, à l'examen de ces masses d'hommes qui se présentent au volontariat. Avec une grande guerre qui modifie aussi les perceptions, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été réformé pour quelque chose qui n'est pas visible, par exemple suspicion de tuberculose, si en 1915 on le voit à l'arrière, en apparence bien portant, jeune homme, 25 ans, portant un costume civil, des gens vont commencer à murmurer dans son dos, à dire mais pourquoi il n'est pas au front, qu'est-ce qu'il fait, c'est un embusqué, et les embusqués c'est une des obsessions de la période. Même chose en Grande-Bretagne, les hommes qui semblent bien portants et pas au front, ça devient une anomalie sociale. Tout à fait. Alors, la première chose à dire, c'est la modification des critères dans le sens d'un allègement de la sévérité du recrutement. Ça, c'est le cas extrêmement rapidement parce que les armées françaises et britanniques sont très très vite à court d'hommes. Donc il faut reconstituer les effectifs. Et l'un des principaux, si ce n'est le principal, des critères d'ajustement de la politique, des variables d'ajustement de la politique de recrutement, c'est l'aptitude. Alors, mais ça, on peut dire, enfin, vous citez, je crois, je sais plus qui dit ça dans le livre, mais il y a, enfin, vu le dispositif, c'est pas possible. C'est pratiquement, il y a tellement de gens, ils examinent tellement de gens tellement rapidement que c'est pas possible de mesurer sérieusement. Je crois que c'est en Grande-Bretagne où 2 médecins examinent 400 jeunes en 2 heures.
Donc voilà, il n'y a pas un petit temps de discussion, de mesure et d'auscultation. C'est physiquement pas possible, donc forcément, on va mesurer, on dit oui à tout le monde, quoi. Parmi les conséquences de l'entrée en guerre et de la massification du recrutement en Grande-Bretagne, on a effectivement l'accélération, l'engorgement finalement de l'examen médical, qui conduit les médecins parfois à réduire l'examen à une sorte de performance signifiante. On appuie son oreille sur la poitrine d'un jeune homme et on le déclare bon. Mais on essaie aussi, quand même, les chiffres le montrent, de déclarer bon au maximum parce qu'il faut reconstituer les effectifs. Et des directives très claires sont données en ce sens. Et vous disiez... Vous parliez justement de la crainte de l'embuscage et du fait que à l'arrière, les jeunes gens exemptés mais en bonne santé font l'objet d'une suspicion. Ça, c'est tout à fait net. Et on pourrait même parler de franche hostilité, voire d'agressivité, puisqu'en 1915, la ville de Paris doit mettre en place un tribunal spécial pour gérer tous les cas d'agression de jeunes gens en apparence bien portants, qui sont pris à partie par des civils qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent se trouver, pourquoi ils ne se trouvent pas au front. Donc les critères de l'aptitude sont partagés, débattus, discutés dans la rue. Avec cette invention magnifique en Grande-Bretagne où on invente un badge, une sorte de médaille pour marquer le fait qu'ils ont été vraiment exemptés et qu'ils sont pas juste cachés, etc. On invente plein de choses tout à fait fascinantes en Grande-Bretagne. Ce badge, qui permet de dire aux gens, comme le dit la presse française de l'époque, qui s'en amuse, il aimerait bien mais il ne peut pas. Et les Britanniques, les femmes britanniques inventent notamment autre chose pour manifester l'opprobre qui devrait accompagner le fait d'être bien portant et de ne pas être au front, qui sont les plumes blanches, les white feathers qu'elles vont distribuer aux jeunes gens qu'elles estiment échapper indûment à leur service. Alors il y a les perceptions sociales et puis il y a aussi l'institution militaire, et en France notamment, vous le montrez bien au début de la guerre, assez clairement les médecins, que ce soit des médecins civils ou des médecins militaires qui jouent aussi un rôle important, vont avoir des critères très allégés et sont aussi encouragés là-dedans par l'idée que, après tout, la patrie a besoin de ces hommes, que d'une certaine manière l'élan patriotique permettra de compenser la déficience physique et que de toute façon il n'y a pas, on peut pas tergiverser, on n'est plus en temps de paix, la priorité c'est de remplir les armées et que du coup, on va fermer les yeux beaucoup plus, alors sauf vraiment inaptitude totale et absolue, un aveugle, on ne va pas lui confier une mitrailleuse, mais en dehors de cas les plus évidents, il y a plein de choses sur lesquelles on va fermer les yeux parce que ce qui prime, c'est l'effort de guerre, la défense nationale. Effectivement, les critères ne sont pas toujours allégés avec un cynisme absolu. Parce qu'on a des textes qui sont rédigés par des médecins tout à fait installés, qui ne sont pas du tout loufoques ni farfelus, et qui disent que la guerre permettra de reviriliser non seulement les cœurs, mais aussi les corps. En 1975, il n'y a rien de tel, 77 Allemands, il n'y a rien de tel pour viriliser un bon coup. Et voilà, et on imagine, et bien sûr, tout ça est fait à grand renfort d'exemples d'un tel qui souffrait d'une malformation cardiaque, qui a d'un seul coup disparu lorsqu'il s'est agi d'accomplir son devoir. Ça, pour le coup, un bon coup de but 75 à côté, pour le coup, ça peut vraiment faire un électrochoc qui régularise le rythme cardiaque. C'est comme ça qu'on fait, il faut un gros coup. Mais alors, ça va faire du coup il y a cette invention donc en Grande-Bretagne qui est le bataillon de Bantam, donc des Hercules de poche, c'est-à-dire on oublie un peu l'histoire de la taille, donc on va faire un bataillon de tout petits. Alors le Bantam, je peux signaler, c'est une catégorie de poids en boxe, elle est moins de 56 kilos. Mais donc on a un peu l'idée, mais on assume le fait que maintenant on recrute les petits et les légers, mais on les met à part et on va dire que ils sont d'autant plus vigoureux qu'ils sont petits. Oui, les critères sont modifiés de deux manières principales. D'une manière purement empirique, en allégeant d'office au bon vouloir du médecin qui examine. Et ces critères sont aussi modifiés de manière tout à fait officielle. Soit en créant comme le bataillon Bantam, des bataillons spéciaux avec des critères allégés. Mais alors, ils doivent être petits, les Bantam, mais ce doit être, comme vous l'avez très bien dit, des Hercules de poche, à savoir qu'ils doivent par ailleurs présenter tous les signes de l'aptitude, hormis la taille.
Mais ces critères sont aussi sont allégés de manière officielle et sont allégés de manière scientifique. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion à la tribune des sociétés savantes, dans la presse spécialisée, sur jusqu'où on peut aller finalement pour alléger ces critères, mais en leur gardant une forme de légitimité scientifique. C'est le cas, par exemple, on parlait des aveugles tout à l'heure. Bon, évidemment, on n'envoie pas les aveugles sur le front. En revanche, on se pose très sérieusement la question dans la presse d'envoyer les borgnes. Parce que les borgnes sont, et c'est montré à grand renfort d'études, d'excellents tireurs. Oui, on vise mieux avec un seul œil, il faut fermer un œil pour viser. C'est ça, mais c'est dit de manière très sérieuse et vraiment à grand renfort de données chiffrées dans la presse spécialisée. Alors là, on arrive à un moment intéressant dans votre travail qui est que, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a cette phase initiale où, en gros, on ouvre les vannes et beaucoup de médecins, soit par conviction patriotique, soit par urgence pratique, sont obligés de fermer les yeux et d'accepter dans l'armée des gens qu'ils n'auraient absolument pas accepté en temps de paix parce qu'il faut vraiment combler les vides. Et on rappelle que 14 et 15, c'est les 2 années les plus sanglantes. Enfin, la journée la plus meurtrière pour l'armée française, c'est 22 août 14, Charleroi, 22 ou 23 000 morts en une journée. Bon, c'est des vides invraisemblables dans les troupes. Mais une fois qu'on a dit qu'on allait remplir les rangs avec des hommes beaucoup plus nombreux qu'avant, une nouvelle inquiétude qui arrive, il y a un certain nombre de médecins qui disent « Attention, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer des désastres et de remplir nos régiments de futurs tuberculeux, infectieux, qui vont en fait, comme la guerre dure, une guerre qui dure, c'est une guerre dans laquelle il faut être endurant et on va affaiblir au fond l'endurance de nos troupes en introduisant de mauvais éléments pathogènes à l'intérieur. » Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins ne sont pas unanimes. Mais ça, c'est quand même intéressant parce qu'il faut peindre du corps médical un portrait assez nuancé. Il y a des individus convaincus par, effectivement, fièvre patriotique de la nécessité d'alléger ces critères. Et puis il y a, notamment au sein des hygiénistes, de la commission d'hygiène au Parlement d'ailleurs, un certain nombre d'inquiétudes qui se manifestent parce que ce dispositif de sélection des recrues, il est aussi conçu, même avant la guerre, comme ce que j'ai appelé un dispositif prophylactique. C'est-à-dire que son but, c'est aussi de préserver la santé des armées en retenant dans ses filets les individus qui sont capables, qui sont susceptibles d'importer au sein des troupes un certain nombre d'agents pathogènes. À ce moment-là, on s'inquiète du moment où les critères s'allègent de la multiplication des germes épidémiques et de l'irruption de grandes épidémies qui pourraient compromettre la santé des armées. Avec aussi, alors il y a aussi un truc qui est tout à fait fascinant entre médecins, qui est qu'il y a une distinction, enfin en tout cas il y a un truc entre les médecins civils et les médecins militaires, puisque les médecins militaires ont donc cette fonction, mais se pose la question de et si quelqu'un vient avec une dispense signée par son médecin de famille, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça vaut autant ? Est-ce que ça vaut pas autant ? Bon, ça peut s'argumenter dans les deux sens, puisque le médecin de famille connaît la personne depuis plus longtemps, a eu plus de temps pour l'examiner, et en même temps, elle est potentiellement aussi plus susceptible d'être biaisée et de faire un certificat de complaisance, quoi. Oui, la sélection médicale est un bon moyen d'observer les dissensions au sein du corps médical, notamment entre médecins militaires et médecins civils. Il y a une méfiance de la part des médecins militaires vis-à-vis de l'indulgence supposée ou réelle du médecin de famille vis-à-vis du patient qu'il connaît de longue date. Donc il y a un certain nombre de certificats, j'en ai vu l'indice, qui sont écartés, voire déchirés ou biffés rageusement par des médecins militaires qui ne leur accordent aucun crédit. Cela dit, les choses se modifient un petit peu au cours de la guerre, notamment en Grande-Bretagne, puisque de cette lutte d'influence entre médecins militaires et médecins civils, ce sont finalement les médecins civils qui sortent gagnants, puisque les médecins militaires sont très vite dans un mouvement de mécontentement et de contestation de la population civile. Ces médecins militaires sont assimilés à l'état-major, assimilés donc à un gouvernement qui ne gère pas correctement le prélèvement de l'impôt du sang. Et lorsque se met en place une grande réforme en 1917 qui aboutit à la démilitarisation totale du recrutement et donc de la sélection médicale des recrues, ce sont aux médecins civils que sont confiées les opérations.
Sachant que parmi ces médecins civils, il y en a qui sont pas au-dessus de tout soupçon, puisque en France, on a démantelé un réseau de médecins qui délivraient de faux certificats, parce que, on l'a dit, éviter son service, ou plutôt être jugé inapte, c'est assez stigmatisant dans la France dans le 14, mais être déclaré inapte quand la guerre est là, il y a quand même des gens qui sont prêts à payer pas mal pour ça. C'est une minorité, mais elle existe, de gens qui, voudraient vraiment échapper aux tranchées, et pour ça, ils n'hésitent pas à arroser des médecins. Il y a tout un réseau qui existe et qui a été démantelé. Notamment Gaston Gallimard. Il faut toujours repréciser que Gaston Gallimard, apparemment, est un très grand resquilleur. Ouais, mais pas dans le même scandale, me semble-t-il. En France, le grand procès de l'époque, c'est celui de ce qu'on a appelé les réformes frauduleuses. Donc tout un système, effectivement, avec des rabatteurs, des informateurs, des personnages tout à fait rocambolesques qui auraient tout à fait leur place dans un roman, d'ailleurs. Qui font en sorte de prolonger les hospitalisations, retarder, puis finalement éviter le retour des hommes sur le front. Mais il y a aussi toute une série d'affaires un petit peu moins retentissantes. En Grande-Bretagne, à Stepney, dans une des banlieues de Londres, il y a une affaire de fraude documentaire, comme ça, où on achète des faux certificats d'exemption. Et tout ceci font partie de l'arsenal des possibilités d'échapper au service qui est mise à disposition des individus qui en ont les moyens. Et ne reste à ce moment-là aux jeunes gens plus humbles, désireux eux aussi d'échapper à l'épreuve du front, que la possibilité de l'automutilation, dont on trouve parfois la trace, même si, encore une fois, ce sont des occurrences extrêmement rares. Oui, il faut rappeler qu'il y a tout un continuum de pratiques, y compris parmi les soldats, qui parfois se tirent une balle dans la main, et c'est assez facilement décelable, ça, parce qu'il y a des traces de poudre sur la paume, donc on voit que le coup a été tiré non pas par une balle lointaine d'un ennemi, mais par le fusil d'un proche ou le sien propre. Et puis quelque chose qui peut y ressembler un petit peu, c'est la bonne blessure, c'est-à-dire des soldats qui vont pas chercher eux-mêmes à se faire mal, mais s'ils reçoivent une balle dans la fesse gauche, 3 mois d'hôpital, c'est toujours bon à prendre, et donc du coup, le rapport au médical, il est très fluctuant dans ces années de guerre, parce que il y a des soldats effectivement qui sont fiers d'être au front et de porter l'uniforme, mais ils sont aussi très contents quand il y a quelque chose d'honorable comme une blessure qui peut les en écarter. Tout à fait. Alors le rapport au médical, il est assez ambigu. Ce qu'on voit bien dans ces blessures provoquées, ou en tout cas dans ces discours autour de la blessure provoquée, parce qu'en fait, il y a davantage de blessures provoquées dans la littérature médicale sur le sujet que dans la pratique, finalement. C'est une sorte de hantise du corps médical, mais concrètement, dans les faits, il y a assez peu de blessures provoquées, ou en tout cas reconnues comme telles par le corps médical. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est que les critères de l'aptitude circulent au sein de la population, sont connus et donc maîtrisés par les soldats. Et donc, il y a une sorte d'appropriation du savoir médical par ces individus. Alors, sur la question de la mutilation de la main, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que ce qu'on voit bien dans les statistiques médico-militaires sur le long cours, c'est qu'il y a toute une géographie de l'automutilation. Et quand on la regarde sur le temps long, on voit, notamment au mi-19e siècle, que la carte française des mutilations, enfin des blessures à la main, des exemptions pour blessures à la main, donc potentiellement des automutilations, mais si on n'a aucun moyen d'en être sûr, elle recouvre celle de la France de la résistance à l'impôt. Donc c'est la France de la résistance au service militaire qui a tendance à recourir à cette automutilation. Mais alors en 1914, globalement, cette résistance s'est considérablement atténuée et on a davantage un consensus et donc une quasi-disparition de cette pratique. Avec cette dimension extrêmement politique, ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi cette grande évolution à laquelle vous avez déjà fait allusion en Grande-Bretagne, qui est, ça va changer massivement, ces critères de sélection qui ont donc été énormément assouplis au moment de l'entrée en guerre et qui vont rechanger. Et ce que vous montrez bien, c'est que c'est pas du tout parce que le corps médical s'aperçoit ou les généraux disent ah là là, vous nous envoyez des gens trop faibles, etc. C'est pas là qu'est le ressort, même si c'est sans doute des choses qui existent. Le ressort, il est politique, c'est des familles qui disent mais c'est pas possible d'avoir intégré cette personne-là dont tout le monde sait qu'il va pas tenir et d'ailleurs qui n'a pas tenu. Et c'est vraiment par le Parlement, par la pression populaire et politique sur les représentants, qui va avoir des conséquences sur l'incorporation, comme quoi la politique se fait même en temps de guerre sur ces choses-là, et c'est vraiment une pression politique qui va amener à un changement.
Oui, alors le principe des dispositifs de sélection tel que je l'étudie, c'est qu'il faut qu'ils soient techniquement possibles et socialement acceptables. Donc techniquement possible, il l'est plus ou moins, on l'a vu, et socialement acceptable, il l'est en France, où on l'a vu, le consensus autour de la conscription a été lent à se construire, mais c'est néanmoins construit et a eu le temps pour le faire. Il demeure extrêmement fragile en Grande-Bretagne. Et justement, à la faveur de cet allègement considérable des critères et donc de l'incorporation d'individus qui auraient été, en temps de paix, écartés des troupes, on voit naître un mouvement de mécontentement extrêmement puissant qui passe par des lettres de famille et une pression toujours plus grande exercée contre le gouvernement. Et ce mécontentement populaire, il trouve des relais. Et c'est ça qui est assez intéressant à observer. Il trouve d'abord un premier relais dans les tribunaux d'appel, parce qu'en Grande-Bretagne, on peut faire appel de la décision d'aptitude ou d'inaptitude au sein de structures spécialisées, donc qu'on appelle les tribunaux d'appel. On peut faire appel pour une série de raisons. On connaît bien le cas des objecteurs de conscience. On peut faire appel pour raison de santé. Et ces tribunaux d'appel vont se faire caisse de résonance du mécontentement populaire autour de la manière dont est organisée la sélection médicale des recrues. Et par toute une série de biais, par la presse et par les présidents des tribunaux d'appel qui sont aussi souvent des députés, ce mécontentement se transforme en crise politique et aboutit à la démission du gouvernement et une réforme très très importante qui passe notamment par la démilitarisation du recrutement militaire. Avec une différence sans doute entre la France et la Grande-Bretagne, c'est que l'espace public britannique est un peu plus ouvert du point de vue parlementaire, du point de vue des débats dans la presse. En France, c'est un peu plus tenu, même s'il y a quand même une préoccupation. C'est que Clémenceau est médecin, fils de médecin, c'est des questions qui préoccupent. Il y a quand même des articles qui paraissent. Bon, les sphères publiques sont quand même pas tout à fait identiques de ce point de vue-là, et notamment parce que l'institution militaire française, elle cloisonne un peu plus, elle maîtrise un peu plus. Il n'y a pas la même prise qu'ont les députés, les médecins civils, les relais de l'opinion britannique. Oui, alors le relais principal dans ce que j'ai observé, c'est vraiment les tribunaux d'appel. C'est vraiment par là que s'amplifie la crise. Parce que quand on regarde le contenu des débats parlementaires de l'époque, ce que j'ai fait en France comme en Grande-Bretagne, globalement, les plaintes et les inquiétudes sont les mêmes. On s'inquiète de l'incorporation massive d'inaptes dans les rangs. On s'en inquiète notamment du point de vue sanitaire, puisque la tuberculose prend une ampleur significative au sein des troupes, notamment à partir de 1915. Ce qui change vraiment, c'est l'ampleur de la crise, qui prend en Grande-Bretagne des dimensions tout à fait spectaculaires. Alors il y a une citation très forte à la fin de votre livre, qui est une citation du Premier ministre Lloyd George, qui évoque en 1918 le fait que la guerre a été une grande épreuve, y compris sanitaire pour la population, et qu'il faut que cette population soit en bonne santé, parce qu'on ne peut pas maintenir un empire A1 avec une population C3, dit-il, en employant les catégories que tout le monde désormais connaît de l'aptitude militaire. Oui, ce qui montre bien que le dispositif de sélection médicale des recrues est quelque chose de très massivement connu et commenté, puisque Lloyd George n'a à aucun moment besoin d'expliciter ces catégories. Tout le monde sait très bien à quoi elles font référence. Et ça fait également écho à l'inquiétude très vivace, notamment en Grande-Bretagne, autour de ce qu'on a appelé la national efficiency, la capacité de la nation de se projeter militairement, notamment par la force physique. A1, je vais préciser, c'est donc ceux qu'on peut envoyer au front. C3, c'est ceux qui ont une réelle infirmité et que on ferait bien de cantonner à des emplois de bureau, etc. Mais donc c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une mentalité très, je sais pas si on peut appeler ça vitaliste, enfin une idée qu'il faut de la force physique et que c'est ça qui fait la puissance d'un empire, puis aussi la signification qu'en fait, bon, maintenant tout ça c'est du langage courant quoi pour tout le monde. Oui, tout à fait. Cette grande guerre a été une guerre de l'infanterie, massivement, mais c'est une guerre qui s'est aussi transformée progressivement parce que les chars d'assaut sont apparus, parce que l'aviation s'est mise à jouer un rôle de plus en plus important, parce que l'artillerie, avec ses contraintes physiques propres, parce que manipuler des caissons d'obus et des obus qui parfois font 10, 15, 20 kilos, ça demande aussi des compétences physiques particulières. Donc cette guerre, elle fait naître aussi peut-être un nouveau rapport au corps et à l'aptitude pour ces armes spécifiques qui sont en train de prendre le dessus sur l'infanterie qui est plus tout à fait l'arène des batailles. Oui,
Alors, l'infanterie demeure quand même la reine des batailles entre 14 et 18, mais il y a effectivement une modification du poids stratégique des autres armes. Alors ça se voit au niveau de la sélection médicale des recrues et de la question de l'aptitude de multiples façons. Je vais prendre le cas de l'artillerie et le cas de l'aviation. C'est que dans un premier temps, on ne sait pas quoi faire de ces inaptes, de ces fantassins inaptes. Donc on invente toute une série de choses. On essaie notamment de réformer l'entraînement des soldats en les répartissant dans différentes catégories. Il y a les aptes très aptes, et puis les aptes un peu moins aptes, et les aptes inaptes. C'est la catégorie qu'on appelle les récupérés, pour lesquels on invente des exercices plus faciles, plus ludiques, de manière à les amener peu à peu à l'aptitude. Et puis parfois l'inaptitude est vraiment trop manifeste, et là on essaie parfois de les verser dans d'autres armes. Alors il y a toujours des jobs de bureau. Il y a toujours des jobs de bureau. Oui, c'est là où on envoie bon. notamment les services auxiliaires dans l'armée française. Mais quand on essaie de verser ces fantassins inaptes à l'artillerie, là, les artilleurs n'en veulent pas, parce que ça reste quand même des activités extrêmement physiques. Très contre-intuitif, mais il faut se les coltiner très littéralement. C'est ça. C'est encore vrai aujourd'hui. J'ai des courriers entre les différentes sections du service de santé des armées où on se dit on a reçu un tel, on n'en veut pas, merci de les récupérer. Mais parce que pour les artilleries, c'est des tonnes et des tonnes, littéralement, d'obus qu'il faut porter à bout de bras. Et c'est très bien expliqué par les médecins qui disent non, en fait, il faut porter telle ou telle charge. Vous voyez bien que un tel qui a été d'ailleurs blessé à l'épaule ou qui a une faiblesse de telle articulation ne peut pas du tout. Sans parler de l'impact auditif des coups des batteries. Oui. C'est pas comme s'il suffisait d'appuyer sur le bouton. En fait, c'est un vrai métier. Ça reste très physique. Et alors sur l'aviation, c'est un cas tout à fait intéressant auquel je voulais consacrer un chapitre de ma thèse, mais finalement j'en ai fait un tout nouveau projet de recherche. Parce que, comme je l'ai dit, dans la sélection médicale du conseil de révision, on procède davantage à une exclusion des inaptes qu'à une sélection des aptes. Il n'est pas vraiment question de surhomme, il est de moins en moins pragmatiquement question d'aptitude et de plus en plus question d'inaptitude. En revanche, au fur et à mesure que croît l'importance stratégique de l'aviation, l'altitude et la fréquence et la durée des vols, il s'agit pour l'état-major de recruter des aviateurs de plus en plus performants. Parce que ce qu'ont montré les études menées sur les accidents d'avion, c'est qu'ils sont dus principalement aux défaillances des pilotes. Et en raison de l'investissement en temps et en argent que représente la construction d'un appareil et la formation d'un pilote, il devient crucial et urgent de sélectionner, et là pour le coup vraiment des surhommes, capables d'endurer les rigueurs du combat aérien. Et là, pour le coup, pas forcément des surhommes physiques qui font 2 mètres de haut et des épaules très larges. C'est des hommes, pour le coup, adaptés aux contraintes de l'avion. Oui, et très adaptés, parce que s'invente donc en pleine guerre toute une série de dispositifs, de procédures et d'outils extrêmement sophistiqués pour tester ce qu'on appelle les réactions émotives et qu'on appellerait aujourd'hui les réflexes, ce qu'on appelle la résistance à l'altitude. Voilà, il y a des recherches qui sont menées avec des lapins embarqués en très haute altitude. Très vite... Les ancêtres de Laika. Tout à fait. Avec des petites oreilles blanches. Laika, c'est donc la chienne soviétique qui a été embarquée dans la capsule, je sais pas laquelle, mais Soyouz, ouais. Et donc là, on a le déploiement de tout ce que la science permet de technologie, de quantification et de test des capacités humaines, ce qui ressemble un petit peu plus finalement à ce que sont aujourd'hui les tests d'aptitude de l'armée de terre. Merci beaucoup. Laika, c'est Sputnik 2 pour être précis. C'est Sputnik 2. Je vais rappeler donc les références de l'ouvrage Des hommes pour la guerre, la sélection médicale des soldats, paru chez CNRS Éditions il y a quelques semaines maintenant. C'était donc Le fil de l'épée, un podcast présenté et animé par Alexandre Dublin et André Loez. On vous rappelle, comme toujours, les remarques, les commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux d'André, de moi-même ou du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast et de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.